Bonjour tout le monde, 11 heures à la seconde près. Très content de me joindre à vous aujourd'hui, très content de vous voir présent. Par respect du temps de tout le monde, je ne ferai pas le classique. On va attendre quelques minutes que les gens arrivent. Je respecte ceux qui se sont présentés à temps. On va embarquer aujourd'hui directement dans le sujet du développement de talent. En entrée de jeu, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Mathieu Dumont, directeur produit de Workleap LMS, pour ceux qui connaissaient Didac dans le temps, ancien président de Didac. Donc, ça fait presque maintenant 10 ans que je suis dans le volet de la formation aux employés, développement des talents, développement des compétences, ce qui est un sujet qui est très important pour moi, principalement parce que tout ce que je fais, c'est pour la PME au Québec. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous amener une personne qui m'est très chère, une personne que j'ai énormément, pour qui j'ai énormément de respect et qui va venir pallier un peu mon langage, notre langage. Je vous présente avec le plus grand des plaisirs mon ami Cléo Maheu. Bonjour Cléo. Hello! Ça va bien? Oui, ça va super bien. Très, très content d'être avec toi aujourd'hui, Mathieu. C'est un honneur de t'avoir. Pour ceux qui ne connaissent pas Cléo, je vais évidemment te laisser te présenter, mais je veux te lancer tes fleurs. Cléo est pour moi une des personnes qui est le plus authentique et le plus passionné dans sa pratique d'aider les entreprises du Québec à bien performer. Si vous entendez le nom hypercroissance, c'est pas mal tatoué Cléo partout en arrière. C'est son univers. Et un des objectifs qu'on a aujourd'hui, c'est au passage aussi de démystifier que la croissance, l'hypercroissance, ne se fait pas au détriment des employés, ce qui est souvent un élément qu'on peut entendre, que Oui. personnellement, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans mon réseau, puis il y a une espèce de, pas fausse croyance, mais c'est pas systématique qu'on va penser au volet humain lorsqu'on pense Oui. hypercroissance, et on veut vraiment mettre de l'avant comment le développement des talents, justement, a un impact sur la Oui. croissance des entreprises, où devient le goulot. Donc, Cléo, peux-tu te présenter aux gens? Parce que tu vas faire mieux que moi. Ben, je pourrais te lancer des fleurs aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur, Mathieu, de faire ça avec toi. On a fait un podcast ensemble qui j'ai référé à plein de gens parce qu'on a eu des discussions authentiques. Donc, j'espère que aujourd'hui, on aura ce même type de discussion-là dans le but d'aider les gens qui sont présents à faire des bons choix, à bien comprendre le goulot que peut être le développement de talent. Donc, je suis d'accord avec Mathieu. Cléo, bon, je lisais dans le chat déjà, donc c'est correct. J'ai France que j'aime beaucoup qui est là. Merci France d'être là. Donc, je me présente Cléo Maheu, fondatrice d'Hypercroissance. Donc, effectivement, une passionnée depuis une quinzaine d'années dans la mise en place des meilleures pratiques de gestion dans les organisations. Donc, au fil des années, j'ai développé différentes facettes pour être capable de vraiment accompagner et supporter les entrepreneurs dans la croissance et des discussions qu'on avait ensemble, d'où le sujet d'aujourd'hui, c'est que le plus gros défi de croissance revient toujours à l'humain. Fait qu'on va parler de l'humain versus croissance, puis ça, c'est un sujet vraiment qui me passionne. Génial. On va prendre le pouls un peu de la salle. On a quelques questions pour vous, pour nous aider à nous positionner un petit peu et mieux vous découvrir, à savoir est-ce qu'on parle à des gens qui sont déjà, on va dire, en pleine maturité en termes de développement de compétences, qui partent de rien. Donc, je vais demander à l'équipe, à l'OMH. En fait, gars, je pense que je suis capable de faire ça, moi. Parfait. Je vous envoie une première question. Là, je vous invite à me confirmer si ça fonctionne. Essentiellement, première question pour vous, comment est-ce que vous qualifieriez la culture d'apprentissage dans votre organisation? Culture d'apprentissage, Cléo, je serais curieux d'avoir ton opinion. Ça fait peur à bien des entreprises. Par contre, c'est Oui, souvent un élément auquel on aspire. Pour certains, c'est très concret, d'autres, c'est abstrait. oui. Comment tu dresses le portrait un peu des entreprises que tu supportes d'habitude à ce niveau-là? Ben en fait, quand on parle d'une culture d'apprentissage, je pense que tu es vraiment la personne qui m'a éveillée là-dessus, l'importance d'avoir une culture. Et le mot culture prend tout son sens. Une culture d'apprentissage, c'est d'avoir des réflexes, de vouloir développer les gens dans notre quotidien, avoir le réflexe de dire, hey, c'est quoi, là, je fais une rencontre avec toi, Mathieu, puis on peut l'enregistrer. Aujourd'hui, on a tellement de plateformes, de systèmes où c'est simple d'enregistrer et tout. Donc, il faut, pour moi, la culture d'apprentissage, c'est le réflexe de documenter, standardiser pour le jour où je perds un employé, où il y a quelqu'un qui est malade, on n'est pas dans la chenoute. Tu sais, fait que ça, c'est une culture qui se développe au fur et à mesure. Exact. Puis un terme à l'inverse,
Tu as dit dans une de nos conversations qui, à mon tour, je l'utilise à toutes les semaines, la notion de cristalliser le savoir collectif, le savoir de l'organisation, donc Exact. de vraiment protéger l'expertise à l'interne. Tu sais, la réalité, souvent, on a l'impression que, une culture d'apprentissage, on n'a pas les ressources. La réalité, votre business performe déjà bien. Ça veut dire que la Oui. connaissance, la compétence, elle est déjà là. Elle est Oui. juste mal utilisée. On ne la fait pas rayonner de la bonne façon. Et en effet, le volet culture, c'est sûr que si tu traites la formation comme étant un sprint, on va faire ça pendant 2 semaines par année, toutes les ressources, puis après ça, on ne touche plus pendant l'année. Ça va toujours être comme une montagne à monter, alors qu'il y a beaucoup de gains qui peuvent se faire avec des petites actions, mais juste régulières. Avoir Oui. une cadence, un rituel, une routine de documentation, de partage de connaissances, moindrement structurée. Puis on va pouvoir en parler plus tard aujourd'hui, justement, dans le comment concrètement mettre ça en pratique pour que ça soit tellement facile qu'il n'y ait plus d'excuses de plus le faire. Exact. Génial. Donc, si on prend le pouls un peu, quand même partagé. 27% culture très forte, 40% moyenne. Je suis content de voir qu'il y a 0% inexistence. Fait que Oui. déjà là, ça veut dire qu'on arrive aujourd'hui et on jase avec des gens qui ont une compréhension, ne serait-ce que minimale, d'une culture d'apprentissage, qui ont déjà quelques éléments en place. Oui. Donc, sans vous mettre on the spot, gens aujourd'hui présents, je vous invite à mettre toutes vos questions, tous vos problèmes, toutes vos réflexions. On est là pour essentiellement driver de la valeur pour vous. Et tant mieux si on peut prendre des vrais cas d'usage dans vos entreprises. Deuxième question pour pouvoir vous saisir rapidement. Est-ce qu'elle est déjà partie? Génial. Donc, dans votre organisation, la formation, c'est perçu comment? Est-ce que c'est une dépense? Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est otage de cette case trop, je veux dire, trop souvent étant la place où la formation meurt, c'est-à-dire c'est dans l'important non urgent. On le veut tout, mais c'est la première chose qu'on pèle par en avant. Donc, Oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis, tu sais, quand on parle de formation aussi, l'autre chose que je vois, il y a deux, tu sais, on pourrait amener 2 types de formation. Il y a la formation qui est vraiment structurée pour les besoins organisationnels. On fait l'implantation de nouveaux systèmes, etc. Mais trop souvent, je trouve que, ah oui, on a un budget de formation, puis c'est à l'employé de se développer, de choisir ses formations. Mais tu sais, il y a comme un genre de c'est tout ou pas du tout, mais il n'y a comme pas de développement ou de parcours de carrière souvent qui sont absents, de dire c'est quoi mes prochaines étapes, dans quoi je peux me développer. Je pense qu'on ne pousse pas nécessairement assez cette notion-là dans les organisations. Fait que je vais être curieuse de voir, un peu les résultats. exact. C'est une responsabilité qui est partagée. Puis, tu le mentionnes, tu as la notion de ce qu'on va appeler la formation qui est très top-down. Donc, quels sont les besoins de Oui, l'organisation? Qu'est-ce qui est standardisé? Qu'est-ce qui est sous la responsabilité réelle des ressources humaines? Parce que ça pourrait être un sujet pour un webinaire dédié. La formation, c'est un enjeu RH ou c'est un enjeu opération? oui, Personnellement, quand je regarde les cas qui fonctionnent bien, et mon opinion personnelle, c'est un enjeu beaucoup plus d'opération supporté par les ressources humaines parce que, oui, les ressources humaines vont être propriétaires et responsables de tout ce qui est le volet organisationnel, mais pour que votre business fonctionne, c'est les opérations, c'est de l'expertise technique. Les ressources humaines ne sont très rarement les experts techniques du produit final et de comment on exécute exact. la valeur au client. Donc, il y a une excessivement grosse dépendance avec les opérations à ce Oui. niveau-là. Donc, il faut essayer de briser un peu cette façon de penser que la formation CRH, il faut se développer des alliés à l'interne et des partenaires avec le Puis là, je vais directeur des faire un lien. Si on revient au mot culture, bien, la Mhm. culture aussi, ça part d'en haut. Il faut qu'il y ait une équipe de direction qui y croit, qui donne le temps, les ressources, l'argent, pour être capable aux équipes RH de faire, en fait, d'accompagner les opérations à mettre en place les meilleures pratiques et de documenter tout ça. Fait que là, on a notre pool, les résultats. Veux-tu qu'on regarde ça? Yes. Fait que, essentiellement, dans le fond, heureusement, on a une audience aujourd'hui de luxe parce que c'est soit un investissement ou, au minimum, c'est un peu des deux. Donc, Oui. on ne jase pas avec des gens qui sont trop réfractaires. Ce qui est, je vais dire, honnêtement, si c'est réellement le cas, vous êtes dans des positions favorables. Il y a encore beaucoup d'entreprises pour lesquelles c'est perçu comme étant une dépense. Et je vais dire, il y a une responsabilité partagée parce que il y a aussi la notion de démontrer le retour sur investissement des formations. Et ça, c'est à la responsabilité des ressources humaines. Et c'est excessivement difficile Oui. si on n'a pas la bonne visibilité de qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir à titre d'entreprise. Donc, foncièrement, c'est là qu'on doit avoir un partenariat avec vraiment l'équipe de direction pour comprendre quels sont les enjeux d'affaires, quelles sont Oui. les priorités de la business qui ensuite vont diriger les initiatives de formation. Et c'est un contrat, c'est comme c'est un mutual Oui. agreement qu'on dit en anglais, là.
Ouais. Tu veux aller là? Parfait. Moi, j'ai besoin de former mes gens là, puis on ne change pas le plan de match en cours de route. Parce que comme Ouais. je dis, la formation, très souvent, on va faire des initiatives, puis ben là, on prend du retard, on arrête d'investir sur la formation pour réorienter les ressources sur l'opération, puis après ça, on dit, la formation n'a pas donné résultat. On n'a pas laissé le temps aux initiatives de formation de vraiment vivre ou de donner des résultats. Donc, c'est vraiment la faute de la formation ou c'est l'environnement qui est le problème? Ouais. Exact. Génial. Mais c'est ça, mais tu sais, en même temps, je ne sais pas combien des fois, en fait, tu sais, comme tu dis, c'est un partenariat entre les ressources humaines et la haute direction. La haute direction, il faut qu'elle démontre une volonté, puis ils ont un besoin de l'humain parce que c'est leur plus gros goulot, OK, de croissance. C'est limité par la capacité humaine qui n'est pas capable de suivre la plupart du temps. Oui, il va y avoir des plateformes technologiques et là, on a l'avancement du AI, des technologies, mais encore là, on ne prend pas le temps de les former. On va payer une licence copilote, mais on va dire, hey, j'ai l'intelligence artificielle, pas de formation, les gens vont utiliser, c'est prouvé, 5 à 10 des plateformes comme les nouvelles plateformes comme ça, intelligentes. On ne donne pas de formation, mais on paye, par exemple. Fait que, tu sais, il y a tous ces défis-là aussi qui arrivent. Fait que j'ai hâte qu'on démêle tout ça puis qu'on donne peut-être des astuces ou des insights très concrets pour que les gens des RH puissent vraiment recogner à la porte de l'équipe de direction, voici, et qu'on soit plus dans un mode de pitch et d'influence sur les besoins réels organisationnels. Exact. Dernière question en entrée de jeu, puis après ça, on va pouvoir embarquer là-dedans. Parce que tu en as fait un petit peu mention, la notion de oui, top-down, mais concrètement, le volet formation continue, développement professionnel, développement, on va dire un programme de développement individuel. Donc, combien de personnes ici ont une approche qui permet à un employé de vraiment se monter un plan de croissance, que ce soit dans l'organisation ou même agnostique de votre organisation? C'est un Oui. élément que, de mon côté, lorsque j'engage des gens, très souvent, une question que je vais leur demander, c'est « Hey, ton prochain employeur, là, c'est qui que tu voudrais que ce soit? Comment est-ce que je joue mon rôle en t'engageant aujourd'hui de te former sur les éléments, sur le gap entre moi, ce que j'ai besoin que tu fasses, mais aussi la durée moyenne d'un employé dans une entreprise, c'est à peu près 3 ans. Donc, Ouais. si vous engagez les gens, sachant qu'ils vont partir d'ici les 3 prochaines années, votre mindset va être beaucoup plus orienté sur comment est-ce qu'on accélère le temps à la valeur, donc le temps à l'autonomie de mon employé. Donc, on va nourrir la vision de la formation sur un investissement parce qu'il n'est pas ici longtemps, il faut que je le rentabilise le plus rapidement. Mais en même temps, ça démontre la culture d'apprentissage de ton nouvel employé avant même qu'il ait commencé de comme OK, je ne suis pas otage, on ne va pas m'imposer des formations qui sont strictement au bénéfice de l'entreprise, puis c'est un win-win cette relation-là. Là. C'est drôle que tu dises ça parce qu'avant, j'ai été rechercher la phrase de Richard Branson que j'adore, qui parle en anglais, là, je vais la dire en français après, mais c'est Train people well enough so they can leave. Treat them well enough so they don't want to. Mm-hmm. OK? Fait que, tu sais, dans le fond, former assez bien nos employés pour qu'ils veulent, qu'ils puissent partir, qu'ils se développent. Et souvent, ça, c'est de dire oui, mais si je développe mes gens, après, ils partent. Il y a déjà une frustration. Ouais, mais si tu ne développes pas, là, ton entreprise, elle n'aura pas de croissance. Tu ne seras pas capable d'atteindre des objectifs. Donc, et traitez-les assez bien, fidélisez par la suite vos gens. Tu sais, c'est pas seulement juste je les développe, je leur donne tout, mais comment je m'assure qu'ils sont bien, qu'ils puissent évoluer et se développer. Fait que c'est cette notion-là que je trouvais intéressante avec la citation de Richard Branson, qui est le président de Virgin, qui a une culture incroyable, de dire, ben regarde, n'ayez pas peur de les développer. C'est comme dire, ouais, mais si je développe puis ils partent, tu viens de nous le démontrer. Mais il y a un système quand tu développes, il y a une culture d'apprentissage, documentez tout pour que quand la personne part puis elle s'est développée, ben, tu ne repars pas à zéro. Exact. Fait que majoritairement, dans le fond, pour les gens aujourd'hui, moins de 25% des employés ont un plan de développement. Donc, encore une fois, un élément qui, à mon sens, ce n'est pas exclusivement la responsabilité des ressources humaines. De plus en plus, on voit le transfert de cette responsabilité-là avec le gestionnaire, vraiment dans une bonne pratique de one-on-one, de révision de performance qui se fait de plus en plus court format, mais régulièrement. Donc, il y a une fois par trimestre, de comment on va se... Les business, les processus, tout bouge vite. De faire une révision de performance par année, c'est un peu désuet, c'est un peu obsolète comme approche. Donc, d'avoir des conversations plus honnêtes, plus régulières, plus courtes sur concrètement, hey, où est-ce que tu en es aujourd'hui? C'est quoi le gap entre nos attentes et ta performance? Mais concrètement aussi à partir de là, sur les choses que tu peux travailler, où est-ce que tu veux aller? Parce que ton employé, si tu es capable de l'avoir auto-motivé à sa propre formation, son propre développement, il va apprendre plus vite, il va mettre plus rapidement en pratique les apprentissages. Puis, il n'y a pas une formation qui a un impact sur la performance d'affaires si elle n'est pas mise en pratique. Donc, on doit s'appuyer sur un élément d'automotivation avec tes employés si on veut avoir un vrai impact sur la performance d'affaires.
Mais un bon commentaire de Marie-Hélène, là, que je salue d'ailleurs, là, mais elle dit, puis je pense que son point est bon, tu sais, c'est de dire, même si ta haute direction et les RH sont alignés, des fois, les gestionnaires, ils n'ont pas les outils ou la disponibilité, ils sont pris entre l'arbre et l'écorce, ils doivent éteindre des feux, puis ils n'ont pas le temps de développer leur personnel. Mais encore là, ça revient à une culture. Est-ce que c'est valorisé dans l'organisation? Tu es dans une culture de performance. Est-ce que le gestionnaire a des mesures de développement de talent? Est-ce que le gestionnaire se doit, dans son équipe, de s'entourer de A? On dit souvent, Jim Collins dit toujours avoir 90 de A dans les sièges critiques. Aujourd'hui, si je regarde les gestionnaires, ils vont toujours être drivés par des mesures opérationnelles de qualité, délai, productivité. Mais est-ce qu'on leur donne des mesures de développement de talent? Ça, il y en a très peu. Fait que ça peut être un outil, quelque chose d'intéressant. Dans le dernier pool, il y avait seulement 5, tu sais, on parlait on disait 25 des gens qui ont vraiment des plans de développement. Juste dire, il y a une étude de McKinsey qui est sortie où on dit que de manière générale en Amérique, il y a seulement 5 des gens dans les organisations qui ont des plans de développement. Fait que là, on se met dans notre sujet de l'heure d'aujourd'hui. Il y a quand même un défi de taille ici. Là. On va se dire les vraies affaires. T'sais? Absolument. Puis de là, justement, comme j'ai le goût de dire, c'est notre premier élément qu'on voulait positionner de pourquoi c'est important d'en parler. Bien, je pense que de long en large, avec juste le feedback sur les sondages qu'on a pris ce matin, on le couvre. Donc, entrons direct dedans. C'est comme concrètement, on parle que la croissance d'affaires, c'est l'objectif en affaires. Mais comment est-ce qu'on peut mieux équilibrer peut-être un petit peu le lexique et la façon qu'on pense à la croissance d'affaires? Donc, tu sais, un élément qu'on a discuté brièvement en préparation à ce webinaire-là, puis que je voulais vraiment qu'on touche. C'est impossible de parler de croissance d'affaires sans croissance des gens. Pourtant, on ne parle vraiment pas à ratio égal. Donc, comment est-ce qu'on est capable, à titre de ressources, de DRH, de conseiller, d'aller chercher un petit peu plus d'influence ou d'appui de la haute direction lorsqu'on se fait dire « Hey, il faut croître les revenus, il faut croître la business. » D'accord, mais donne-toi les moyens de tes ambitions aussi par le côté humain. Donc, comment tu vois ça de ton côté avec les clients que tu accompagnes? Bien, en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que là, je regardais juste avant, je vais faire un détour parce que j'ai vu le message de Gaël puis je trouvais ça très, très pertinent de dire oui, mais pourquoi tu dis 3 mois, 3 ans seulement, les gens vont partir, pourquoi ne pas les fidéliser? Fait que j'aimerais juste que, tu sais, qu'on regarde cet aspect-là. Pourquoi ne pas vouloir les fidéliser davantage? En fait, là, je vais rentrer dans ta question pour répondre à Gaël, dire quand il y a réellement une culture d'apprentissage, quand les gens sentent qu'ils sont supportés dans leur développement, la rétention et la fidélisation vont vraiment embarquer. Mais ce n'est pas juste une question, ça va être un des éléments, le développement de soi, mais on sait que le taux d'engagement et de fidélisation, c'est une autre affaire. Puis c'est ce que Workleap va faire avec sa plateforme Office Vibe. Je ne sais pas si ça a changé de nom, mais en tout cas, on connaît tous Office Vibe pour ça. Mais la notion de développement comme tel de talent, elle devient super importante. Fait que ça, je voulais juste répondre à ça. Fait que là, reviens-moi avec ta question, parce que moi, je regarde ça, puis je suis comme super contente que les gens commentent, OK? Fait que Comment qu'on aide les ressources humaines à rebalancer un petit peu le discours entre on veut avoir de la croissance d'affaires, mais pas d'investissement supplémentaire en termes de croissance d'humain? Oui. En fait, il y a quelque chose qui doit vraiment être fait, qui est souvent méconnu des RH, que moi, je vais toujours faire dans mes formations, c'est la méthodologie top grading. Donc, le top grading, c'est une méthodologie, puis je vous ai mis un outil là, dans ressources, là, vraiment le carré visuel. En fait, le top grading, c'est une méthodologie qui a été créée par Brad Smart. Et lui, il a créé ça pour Jack Welch. Et Jack Welch, qui était à la tête de GE, il dit, je veux m'assurer d'avoir des kingpins autour de la table. Je veux m'assurer d'avoir des joueurs A. Fait qu'une personne qui est en RH doit travailler à la qualité des gens. Parce que c'est prouvé qu'une personne excellente peut remplacer 3 moyennes pour une économie totale de coûts. C'est-à-dire que des fois, vos dirigeants vont vous dire on n'a pas les moyens d'embaucher, on n'a pas les moyens de faire ça, sauf que si j'embauche la bonne personne dans le bon siège, qui est un joueur A, je vais avoir le moyen de mes ambitions. Fait que souvent, il y a une dichotomie entre, on parle de formation, mais en même temps, il faut parler de formation pour la qualité des gens qui sont au sein de l'organisation. Si tu essaies de former un C qui n'en a rien à foutre puis qui est désengagé, mets-les dehors, remplace-les par un B qui, lui, veut se faire coacher, veut apprendre, il est avide de savoir, un peu comme tu as dit, il y a de l'automotivation qui va arriver là-dedans. Fait que moi, je pense que les rôles des RH ont un gros rôle à dire, c'est quoi la santé de l'équipe?
J'ai combien de A, de B, de C? J'ai combien pour faire comprendre aux gestionnaires qui est toujours pris dans de l'opérationnel, s'il y a juste des C et des B dans son équipe, bien, il va toujours être drainé vers de l'opérationnel. Fait qu'à la base, il faut comprendre la santé de l'équipe. Et il faut viser, comme Jim Collins l'a dit, 90% de A dans les fonctions critiques. Donc, juste d'avoir cette discussion-là sur les enjeux de ressources, bien, travailler à avoir les bonnes ressources, tu vas avoir une économie totale de ta masse salariale juste en focusant sur les bonnes personnes. Et de là, l'importance de la culture d'apprentissage, de là, une structure, de là, des systèmes. Exact. Puis, tu sais, un élément qui est souvent mal compris, tu sais, parce que ça peut sonner discriminatoire de dire les A, les B, mettre ça comme des étiquettes propres. Il faut comprendre qu'un C dans une entreprise peut être un A dans la bonne entreprise pour lui. Tu sais, souvent, c'est un élément d'alignement. Ce n'est pas tu es une personne, tu es un C, tu vas être un C toute ta vie, partout. Absolument pas. C'est vraiment de dire, bon, mais les ressources qu'on a, est-ce qu'on en tire le plein potentiel? Mais à l'inverse, pour attirer le plein potentiel, à titre de propriétaire d'entreprise, de haute direction, c'est notre responsabilité de leur donner l'environnement et les outils et les conditions de succès pour en tirer le maximum. Donc, c'est vraiment une relation qui est beaucoup plus donnant-donnant que justement plus peut-être perçue discriminatoire de ben ça sonne froid de tous ceux qui sont pas performants ou top performeurs, on les met dehors. Absolument pas. C'est de dire, est-ce que, justement, le gap, est-ce qu'on pense qu'avec un plan de développement individuel, ça peut valoir la peine? Tu sais, tu parlais de 5 à 10% ont seulement un plan de développement. Très souvent, les plans de développement, c'est quasiment un bénéfice réservé aux gestionnaires aussi, là. C'est comme une grosse proportion de du budget de formation va être mis sur les gestionnaires. On met beaucoup de focus sur ces gens clés-là, mais il reste peu de choses, soit financières ou structures et outils pour l'employé qui, au final, c'est lui qui fait le travail. C'est ça. Oui, c'est drôle parce que j'étais avec un client la semaine passée, là. Puis là, je vais donner un cue aux personnes RH, OK? On parle de se donner des trucs, là. Tu sais, puis là, on dit oui, mais là, on veut garder. Puis là, on dit on est dans un problème, tu sais, c'est dur. Tu sais, il y a quelques années, c'était très difficile de recruter, tu sais, avoir des gens, tout ça. Le pouvoir est à l'employé. Là, on sent un petit peu plus d'équilibre. Mm-hmm. Mais moi, je me dis, c'est une équipe de direction va parler pendant une demi-heure d'un individu, comment ça ne marche pas. C'est parce qu'il n'est pas fait. Il n'est pas à bonne place. Il n'est pas dans le bon autobus. Je vais te mettre un bémol. Déjà là, si on a besoin d'en parler collectivement pendant une demi-heure de cet employé-là, il y a un problème de leadership aussi. C'est comme ce n'est pas que vertical, ces conversations difficiles-là aussi. Là. Non. Ça peut être du levier pour essayer de montrer que l'employé est peut-être otage d'une situation, d'un leadership qui est faible aussi. Donc, Mais ce que je veux démontrer par ça, c'est que les RH qui sont dans des positions comme ça doivent faire réaliser à leurs gestionnaires et à leur équipe de direction, regardez, là, il faut prendre action. Mm-hmm. Et ce que j'observe le plus là, en 15 ans de coaching, c'est l'intolérance à l'incompétence. On tolère de l'incompétence des gens qui ne livreront pas la marchandise, puis après ça, on dit qu'ils ne sont pas aptes à être développés. Puis là, on va investir de l'argent dans des plans de développement, puis après ça, on va lever les bras, puis on va dire non, moi, je n'investis plus, ça ne marche pas, j'ai un taux de roulement, j'ai ci, j'ai ça. Mais encore là, le mot culture revient. Puis, admettons, parce que ça peut être délicat, justement, de prendre action sur cette incompétence-là. Comment est-ce que tu la démontres? C'est pas, d'un point de vue ressources humaines, ça prend un dossier d'employé. Donc, tu sais, il y a différents requis pour être capable de laisser aller quelqu'un qui est en sous-performance. Foncièrement, est-ce que tu crois que c'est la responsabilité du RH, du gestionnaire? C'est-tu initialement un message qui doit être drivé par la haute direction? Qui porte ce message-là et cette philosophie-là, peut-être à l'interne? Bien, en fait, je pense que, tu sais, quand j'utilise la méthodologie top grading, c'est sûr que je vais commencer avec l'équipe de haute direction parce que c'est eux qui doivent connaître la santé de l'équipe. Puis après, il y a une cascade au niveau des gestionnaires. Mais ce qui est important, en fait, puis là, j'ai tellement d'affaires dans ma tête qui me passent, j'ai tellement d'idées que je voudrais parler. Là, je me dis pas de ça. Mais dans le fond, à qui revient la responsabilité réelle? Moi, je pense que c'est un tout. C'est-à-dire que est-ce que l'employé
Est-ce que l'employé a eu une bonne description de poste, un bon carré de sable, de la part de son gestionnaire? Est-ce qu'il a été accompagné? Trop souvent, les rôles et responsabilités, ne serait-ce qu'à la base, ne sont pas clairs. Est-ce que les objectifs de cette personne-là étaient clairs? Est-ce qu'on lui a donné des objectifs de développement? Tantôt, on vient de voir 25 des gens seulement ont des plans complets de développement. On dit 5 en Amérique. Donc, est-ce qu'on a pris le temps vraiment? Fait que moi, je pense qu'au départ, c'est une responsabilité de dire, on dit toujours dans le top grading, on dit en 6 mois, on devrait prendre une décision. C'est-à-dire, à partir du moment où on donne à quelqu'un une étiquette de sous-performance ou on dit de garde d'incompétence, bien, on dit soit qu'on le change de chaise ou qu'on lui donne les moyens d'être bon parce qu'est-ce qu'il vit des choses difficiles dans sa vie puis il n'est tout simplement pas engagé momentanément et non performant. Mais à partir du moment où tu te rends compte que ce n'est pas ponctuel, tu prends action. Ben, puis je vois justement, comme il y a différentes questions qui sont rentrées un peu sur ce volet-là de c'est quoi le modèle de gestion, de plan de développement pour aider un petit peu plus. Si on dit que c'est une responsabilité de tout le monde, ben, il faut quand même leur donner les outils standardisés sur lesquels ils vont tous s'appuyer pour prendre des bonnes décisions. Et soit prendre la bonne décision ou accélérer la décision. Oui. Donc, puis tu viens d'en faire un petit peu mention, tout part, à mon sens, d'une compréhension partagée entre l'entreprise, le gestionnaire et son employé. Si on dit, mettons, on a besoin des gens qui sont top performants pour la croissance, parfait. La performance chez nous, dans mon rôle, ça ressemble à quoi? On va s'appuyer sur une bonne structure de rôle et responsabilité qui va être endossée par le gestionnaire et son employé comme étant une espèce de contrat mutuel, à dire parfait, c'est comme ça qu'on va définir ma performance, il n'y a pas de problème. À partir de là, si en cours de route, ça change, très souvent, on ne fait pas la modification, la mise à jour des rôles et responsabilités selon l'adaptation des besoins de l'entreprise. Donc, on va travailler avec des vieilles descriptions de responsabilités, les besoins de la business ou dans un rôle ont changé. Puis après ça, un employé se fait dire, ben, tu es en sous-performance. Moi, quand je regarde la définition actuelle, je réponds à tout. S'il y a des nouveaux besoins qui ont été émergés, qui ne m'ont pas été communiqués ou qu'on ne s'est pas entendu, ce n'est pas une conversation qui est honnête. Ça, c'est mon opinion. Exact. Donc, de s'assurer qu'on a des conversations régulières, qu'on a une routine régulière, de s'assurer, hey, non seulement on est-tu aligné sur ce qu'on vise à accomplir ensemble, on est-tu aligné sur ce que moi, je m'attends de toi à titre d'employé, renverser la conversation de comme très peu ou pas assez de gestionnaires posent la question de qu'est-ce que tu t'attends de moi? Oui. Parce que ça, c'est aussi important. Fait qu'à partir de là, on est vraiment capable d'aller faire des plans de développement parce que si on dit le rôle et responsabilités dans un rôle, c'est ce qui va déterminer les attentes, à partir de là, on est capable de vraiment avoir un référentiel sur lequel créer un contraste ou un écart. De dire, bien, par rapport à ces éléments-là, quelles sont les compétences qui te manquent ou quelles sont les compétences que tu as, mais n'ont pas la profondeur nécessaire dans le cadre des attentes. Ce sont deux axes différents. Mais tu sais, si vous voulez y aller simple, mettez à jour vos rôles et descriptions, puis allez chercher un petit buy-in de chacun des employés. Hey, tu trouves-tu que ça représente ta réalité? Y a-t-il des éléments que tu as l'impression qu'on te mesure dessus qui n'apparaissent pas là-dessus? Là? Ben, en fait, c'est là que je m'en allais. Il y a un livre qui a été écrit par Jeff Smart qui s'appelle Who? OK, de Jeff Smart. Lui, il a créé ce qu'on appelle, c'est le fils de Brad Smart qui a créé le top grading pour faire une suite dans les idées. Et son fils, ce livre-là est excellent. Et je vais avoir un autre outil, je ne l'ai pas donné tantôt, mais on pourra le rajouter. C'est, en fait, Stéphanie, peut-être tu peux l'envoyer, là, c'est la carte de pointage. Donc, en anglais, on appelle ça le Job Scorecard. Fait que c'est comme la nouvelle façon de documenter des descriptions de postes ou des rôles et responsabilités. Deux choses de différentes là-dedans. Quelle est la raison d'être du poste? Au-delà d'une fonction responsable de c'est quoi ta raison d'être? C'est quoi ta contribution au-delà de ton titre? Pourquoi ton travail existe? Fait que juste d'être capable de nommer ça, déjà là, ça donne un sens à l'employé dans son travail. Des rôles et descriptions d'une fonction qui a finalement plus de raison d'être, on n'est pas plus avancé. Et voilà, exactement. Fait que ça, je pense, puis surtout les organisations qui sont en croissance, ils vont viser à une raison d'être, ils vont viser c'est quoi mon purpose, ma raison d'être, vers où je m'en vais. Bien, il faut être capable de faire une corrélation de l'entreprise s'en va là. Toi, c'est quoi ta contribution comme humain par rapport à ça? Et deuxième élément sur une job scorecard, c'est quoi l'impact? Donc, quelles sont tes mesures de succès? Et quand on regarde, c'est ça que j'utilise pour les plans de développement. On appelle ça la carte de pointage et on a la raison d'être,
On a les mesures de succès. Après ça, oui, on a les compétences, on a la corrélation avec les valeurs. Et par la suite, on a une page de performance personnelle de dire, OK, dans quoi tu veux te développer et comment. Pourquoi j'ai créé ça? J'ai pris plein d'outils d'un peu partout, dont Jeff Smart. J'ai traduit ça en français. Tu sais, moi, je me spécialise dans la francophonie des entrepreneurs, tu sais, de l'accompagnement et tout. Puis j'ai voulu créer ça pour faire un one size fit all. C'est quoi le défi des organisations aujourd'hui? Tu vas avoir un formulaire de développement, tu vas avoir un formulaire de description de poste. Moi, je me suis dit, OK, avant d'embaucher, tu peux-tu définir c'est quoi les mesures de succès? Là? Tu vas avoir un VP des ventes, tu veux qu'il monte ton chiffre d'affaires de 5 millions à 10 millions, il a vendu des chars, puis il n'a aucune notion. Fait que si tu écris la mesure de performance, tu vas être capable de valider s'il y a la compétence. S'il n'y a pas la compétence, tu vas être capable de le développer et c'est là qu'après, tu le documentes, tu le formes, etc. Mais tu sais, il faut être capable d'avoir les bons outils. Exact. Puis, il faut être, puis là, c'est une responsabilité de la direction. C'est comme moi, un élément, demain matin, je deviens ressources humaines, je vais challenger beaucoup sur, concrètement, c'est quoi ton attente primaire? Ce n'est pas toutes les attentes qui ont la même valeur. Puis, au même titre qu'un employé ne pourra jamais faire 20 formations en même temps parce qu'il y a 20, comme concrètement, Oui. un employé, il y a 24 heures d'une journée, il peut juste faire une chose à la fois. C'est mesure de succès, mettons. Est-ce que tu recommandes qu'il y en aille 10, 12? Ou, 3. ben, c'est ça mon point, c'est de dire concrètement, là, c'est quoi les deal breakers? C'est quoi les choses que, à tout moment, ces cases-là doivent être cochées? Puis si c'est le cas, là, on aura le luxe d'aller dans les éléments qui sont peut-être un petit peu plus secondaires. Et Mais voilà. d'avoir une compréhension de foncièrement, c'est quoi ta fonction? C'est pourquoi tu es là? Sur quoi on te mesure à haut niveau? Puis juste ça, là, ça va amener aussi pour n'importe quel employé plus de clarté sur comment je dois gérer mon temps et mes priorités. Tu sais, la performance d'affaires, là, un élément qu'on ne parle pas assez, c'est qu'il y a plus de monde qui devrait dire non. La quantité de meetings qui sont à 20 personnes alors qu'il y a 3 personnes qui parlent, m'excuse, mettez-moi ça dans une vidéo asynchrone. Trop de meetings, trop de perte de temps sur on est là physiquement, mais on ne crée pas de valeur. C'est comme juste soyons plus intelligents avec l'utilisation de notre temps. Donc, foncièrement, d'être capable de dire bon, mais moi, je suis capable de justifier que je prends action dans cette initiative-là, mais pas dans cette initiative-là parce que ce n'est pas directement aligné avec mes éléments primaires. Puis je suis dans une position où je peux me permettre d'aller faire de la formation informelle selon peut-être une compétence qui n'est pas nécessaire dans la business là, mais on planifie pour le futur, on est-tu réactif, proactif? Donc, c'est vraiment basé sur c'est quoi le besoin primaire là, est-ce qu'il est répondu, oui ou non? Puis après ça, tu pourras aller faire un petit peu plus d'exploration sur les choses secondaires. Pense, Mathieu, là, mettons là, que moi, là, je te rencontre, là, on travaille ensemble, puis je te dis, voici ta plus grande contribution, là, puis toi, tu es au développement de produits, là, puis voici tes mesures de succès. Mais il semble que quand tu as ces deux éléments-là, je suis capable de savoir comment moi-même m'auto-gérer. Parfait. Bon, mais si j'ai l'impression par rapport à mes standards, puis un bon employé n'attendra pas d'être en sous-performance pour prendre action. Exact. Un bon employé va lui-même, s'il est engagé, va vouloir mieux performer. Puis d'habitude, l'entreprise va avoir ses 3 cases à cocher, l'employé va avoir les siennes, puis il ne va être pas satisfait de sa propre performance bien avant que l'entreprise n'est pas satisfaite de ses performances. Parce qu'il n'y a pas un employé qui ne veut pas performer. C'est juste qu'à un moment donné, on ne sait pas où lancer. Puis les organisations aujourd'hui, puis là, on sait là, qu'aujourd'hui, le défi des organisations, s'ils veulent croire, tout est une question de vitesse. On doit accélérer nos apprentissages. On doit accélérer notre processus parce que sinon, la compétition qui présentement est en train de surfer sur les highs, puis toi, tu es encore avec tes papiers à la maison, là, tu sais, ça va être game over, là, tu sais, c'est comme passer go, là, tu sais. Fait qu'il y a toute cette notion-là de dire il faut être capable de supporter, d'aider. Fait que si on résume un peu ce qu'on a discuté, on dit au départ, culture, ça part d'en haut, culture d'apprentissage. Après ça, les RH ont un rôle clé à jouer pour la santé de l'équipe parce que c'est pas vrai que tu vas avoir un plan de développement pour tes 500 employés. Mais es-tu capable d'identifier c'est lesquels qui en ont besoin court terme? Parce que tu as ce gestionnaire-là aux opérations, il y a un chef d'équipe, il y a 2 contremaîtres, puis c'est critique que ce soit DA. Focus là-dessus. Donc, il faut focuser où on met notre énergie pour développer les talents et avoir un outil concret où on fait un suivi de ce développement de talent-là, mais de revenir sur 2 notions importantes, la raison d'être et les mesures de succès dans la fonction. Je veux double-cliquer sur RH et opération, c'est un élément qui résonne beaucoup lorsque j'en parle avec certains des clients, lorsqu'on implante leur LMS. Moi, je veux que les ressources humaines soient impliquées dans le premier 10 puis le dernier 10 Le premier 10 c'est l'identification des besoins. Concrètement, c'est quoi les besoins de formation qu'on a? C'est des besoins de formation organisationnelle parce que tous les employés sont en sous-performance ou ne savent pas un élément qui est critique aux opérations d'entreprise ou juste à comme connaissance générale.
devrait être impliqué dans le dernier 10%, c'est-à-dire il n'y a rien qui s'en va aux employés avant d'être validé par une personne qui représente l'organisation. Oui. Donc, soit direction opération, soit ressources humaines. Mais le 80% du milieu là, fait de la co-création, déléguez-le. Donc, de dire, hey, on a identifié 5 besoins, puis tu disais, il n'y a pas un employé qui aime ça être mauvais. Demain matin, là, je vous mets au défi, allez voir n'importe quel employé, n'importe quel gestionnaire, là, demandez-leur dans quoi vous avez l'impression d'être mauvais présentement. Là. Vous allez avoir une liste beaucoup plus longue que ce que vous auriez aimé. Oui, Lave-là c'est votre vrai. liste de priorités de formation. Puis à l'inverse, ça, c'est votre inventaire. Deuxième question, on commence par quoi? Il est là votre plan de développement pour l'organisation. Si les gens font partie du plan, ils ne vont pas être contre le plan. Mais à partir de là, c'est eux souvent l'expert technique. Donc, les ressources humaines sont en, je vais dire, moi, ce que j'appelle le carrefour giratoire. C'est quoi les besoins de formation? Créer la coquille, créer peut-être le template dans lequel l'employé expert va pouvoir Exact. vomir ce qu'il sait. Mais à partir de là, ce n'est pas à vous de le faire. Puis vous êtes plutôt que faire, on fait une formation à la fois, on a fait peut-être 5, on a fait peut-être 10 formations à la fois parce Exact. que vous initiez le mouvement, vous passez la POC, puis vous venez mettre ça beau après. Donc, il y a différentes façons simples d'avancer en collaborant un petit peu plus avec nos employés. Puis ça c'est niaiseux, mais on en revient à l'automotivation. Si je te reconnais comme étant notre expert dans le sujet ABC, bien, possiblement que tu vas rester plus longtemps parce que ton expertise est reconnue. Possiblement que justement, tu vas commencer à vouloir encore plus te développer parce que, ah ben là, je viens à bout de ce que je peux donner. Ou on m'a posé une question, puis, hey, sais-tu, moi-même, je ne le sais pas. Ben, je vais partir, puis on vient de me motiver à apprendre quelque chose de nouveau. Nos experts techniques, on arrête de les prendre comme des gardiennes de luxe, puis on les prend vraiment comme un créateur de valeur. Oui. Exactement. Fait que, tu sais, et puis ça m'amène une réflexion. Puis, je te pose une question, en fait, c'est toute la notion de création de valeur. OK? La création de valeur. Et moi, ce que je dis, parce qu'au début, tu as parlé, est-ce que la formation, il y en avait une question, tu as vu comme une dépense, un investissement, il y en a quand même des gens qui ont dit les deux. Et c'est pas obligé de coûter cher. Ben non. C'est pas, moi, quand je vois les gens, des organisations arriver, OK, on va avoir un plan de formation de 50 000, de ta. Oublie ça. Tu l'as, ta compétence interne. Tu l'as, ton gars que ça fait 30 ans qu'il travaille, qui est technicien, puis qui sait comment opérer cette machine-là. Fais donc une vidéo, puis il faut aussi être capable de documenter tout ça en fonction de là où les gens. Aujourd'hui, là, quand j'apprends, quand il faut changer mon fil sur mon frigidaire, là, je m'en vais pas dans le manuel, OK? Je m'en vais sur YouTube, OK? Tu sais, envoie, tu sais, fil biellé, blablabla, ça me prend 5 minutes, je le change, OK? Fait que, il y a cette notion-là aussi qu'on a un devoir, autant les RH, d'amener quelque chose de simple et de facile. Et souvent, l'expertise est interne. Donc, pour moi, les RH, je les vois plus comme un chef d'orchestre. Quel talent tu vas chercher où qui va devenir ton ambassadeur X, Y, Z? Est-ce qu'on veut faire des lunch and learn documentés avec des connaissances internes? Des fois, oui, ça peut être quelqu'un, un coach qui va venir nous parler de nutrition, de finances, mais souvent, la plupart du temps, tu as toutes les ressources internes. Puis c'est juste pas comme documenté ou mis de l'avant, tu sais. Exact. Puis, tu sais, la notion de coût, là, dépendamment de la taille de votre entreprise, je vais partir sur une espèce de généralisation que je m'attends à ce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ici soient sujets à la loi du 1%. Fait que déjà là, il y a des outils qui sont admissibles dans la dépense du 1% pour vous aider à juste créer, structurer, standardiser. Puis de là, ben, tu as fait une fois. C'est pas, très souvent, ça coûte cher parce que j'envoie quelqu'un en externe, puis j'engage quelqu'un de nouveau, je leur fais. Fait que, c'est une inefficacité d'investissement versus comment est-ce que je suis capable de m'assurer que chaque dollar que je mets, ben, il y a une valeur là, puis il y a un résiduel, il y a une dividende sur une période X parce qu'une fois qu'on l'a fait, c'est là pour un bout. Ensuite, on en revient à la culture. C'est moi, les histoires de on a mis 10 000 $ pour former, pour créer une formation sur ABC avec un élément externe. Je suis comme la réalité, là, votre expertise est à l'interne. Pour une fraction du prix, là, ben, vous êtes capable d'amener vos employés à être motivés à s'auto-gérer, auto-fournir à la limite les besoins de formation qu'ils ont. Je vais donner un exemple concret. Plutôt que mettre, admettons, 20 000 $ dans une formation externe, si tu sais que tu as une personne qui l'a dans le business, une fois par trimestre, on met 5 000 $ en jeu. L'employé qui a créé la meilleure formation, qui a drivé le plus de valeur, et c'est jugé par les pairs. À vous de voir. On veut une mécanique où ce que les employés sont responsables d'identifier les besoins de formation, qui sont exposés à ben, telle personne aurait besoin d'une affaire, d'une formation, d'une documentation sur ABC.
Ben, moi, je suis capable de le faire. Moi, le faire vite fait, ça va t'aider. Ça me met dans le pool pour le 5000. Peu importe le montant, c'est comme je te dis, tu peux prendre 20% de ce que tu aurais payé en formation externe pour le mettre en champ incitatif interne. Vous trouvez à maintenant embarquer dans une approche de formation qui est, en anglais, on appelle ça du user-generated content. Ouais. C'est-à-dire, tes employés, c'est tes créateurs de contenu, c'est tes gens qui sont responsables. Et à ce moment-là, s'il y a un changement, il y a des affaires qui ne seront jamais documentées dans le manuel. La machine a fait tic-tic-tic, la machine a fait tic-tic-tac, il y a juste Tipierre qui le sait. Ben, je m'excuse, tu vas avoir besoin de Tipierre, peu importe, pour le faire, le maudit vidéo. La beauté maintenant, c'est que si tu demandes à un employé, peux-tu me faire une formation sur ABC? Ils vont tous te dire non. Ce ne sont pas des formateurs. Il faut travailler avec le langage qui leur parle. Tout le monde a une opinion. Un élément qui est super simple, mais qui fait une grosse différence chez nos clients de côté LMS, c'est hey, je reviens sur le 10%. Les RH, hey, on a déterminé qu'on a besoin d'une formation sur ABC. Avec intelligence artificielle, on est capable de générer un plan de formation basé sur c'est quoi le besoin, c'est quoi l'audience, c'est quoi l'objectif de formation. T'en penses quoi? Si tu es capable de demander à un employé d'avoir son opinion, tout le monde a une opinion, tout le monde aime ça la donner, puis un coup que tu es embarqué, ah ben ça c'est bon, hey, là, ils n'arrêteront plus de parler, laisse-les aller, laisse-les aller, puis qu'est-ce qu'on devrait mettre dedans? Puis à partir de là, encore une fois, exemple avec intelligence artificielle, on peut prendre la donnée qui est hyper pêle-mêle, pas structurée, juste un vomi d'informations qui est la matière brute. Et c'est ça la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle, elle est capable de faire du sens avec ça. Donc, hey, Pierre, la machine a fait tic-tic-tic. On fait quoi dans ce temps-là? Ah, fais une vidéo, là, puis je m'occupe du reste. Tu prends la petite vidéo, tu prends le transcript, passe ça dans les AI, peux-tu me faire une formation structurée représentant un processus, puis là, tu l'as ton contenu. Tu sais, foncièrement, mon équipe présentement, là, ils vont me tuer, mais comme normalement, en avril, nous autres, dans le système, tu crées une formation en 5 minutes, c'est le moindrement une documentation. Ouais. Fait que très souvent, on a déjà l'expertise dans la tête de quelqu'un ou même déjà documenté, mais le monde ne le savent pas, c'est pas accessible. Donc, c'est pas que c'est difficile, c'est juste qu'on est présentement, on le fait anyway, on s'en rend pas compte, puis c'est inefficace. On n'est pas en train de dire aux entreprises, faites-en plus. On leur dit juste, faites-le mieux. Faites-le intelligemment. Faites-le intelligemment, justement, d'enregistrer les conversations. Aujourd'hui, il y a des outils AI, tu es capable de dire, voici le résumé de mon 3 heures de formation. Tu n'as pas pu assister, parfait, lis le résumé, ça va être là, ça va être disponible pour toi. On s'en va vers ça. Fait qu'il faut être capable de structurer un petit peu tout ça, puis ça fait toute la différence. Mais encore là, ça part d'une culture, donc un désir de vraiment mettre les meilleures pratiques de l'avant dans les organisations et d'avoir le réflexe. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les gens qui font du onboarding, l'intégration de nouveaux employés, puis que c'est encore les mêmes personnes qui répètent alors qu'ils pourraient très bien avoir des vidéos sur une plateforme, puis tu as eu le temps de voir tout le monde, puis oui, après, il y a des one-on-one, puis tes rencontres, mais la personne s'est immersée dans l'univers de l'organisation. Et ça, c'est un autre stat. Il y a seulement 8% des organisations qui disent qu'ils ont réellement une stratégie de talent A to Z, OK? Donc, de A à Z. C'est-à-dire que autant dans attirer, recruter, onboarding, développer, fidéliser, il y a seulement 8% des organisations qui disent qu'ils maîtrisent ça. Fait que là, tu veux, comme personne RH, tu dois identifier il est où ton plus gros goulot là-dedans, mettre du rouge, jaune, vert sur ces éléments-là. Puis si tu te rends compte que c'est le développement, ben là, justement, implique tes gens. Ta meilleure clé, c'est ça, tu l'as dit, c'est d'impliquer nos gens parce qu'ils veulent contribuer. Puis ça revient à une question justement de Stéphanie Bourget qui dit comment travailler, aiguiller un employé qui souhaite grandir au sein de l'entreprise, évoluer vers un prochain rôle, mais qui malheureusement, selon le point de vue de la direction, n'y arrive pas malgré plusieurs efforts de coaching, de formation et de revue des objectifs. Certains employés ne sont pas vraiment faits pour aller dans des rôles de leadership. Comment jongler avec ça? Ben à ce moment-là, je vais être plate. Ça arrive pour vrai des fois qu'on arrive au bout du chemin avec un employé, qu'un employé veut rester, mais qu'il n'y a pas d'opportunité de plus à cause de la taille de la bêtise. C'est une business de 20 employés, des opportunités, tu n'en auras pas à tous les semaines, là, versus une business de 1000 employés qui a beaucoup tout le roulement. Tu as le contexte de l'entreprise. Par contre, à partir de là, si tu dis que c'est un employé qui foncièrement a un bon fit culturel, est un bon ambassadeur de la business, dans son rôle actuel, performe bien, mais il veut plus, ben la durée moyenne d'une compétence, c'est 2,5 ans. Fait qu'à partir de là, si vous faites juste prendre vos décisions par rapport à la compétence d'aujourd'hui, c'est correct. Déjà là, c'est une job à temps plein si vous voulez. Ouais. Mais c'est là que l'importance d'avoir un canal ouvert avec la direction de c'est quoi les compétences qu'on a besoin demain, que là, j'ai peut-être du monde qui veulent faire plus, qui dans le contexte de ce qu'on a besoin aujourd'hui, il n'y a pas d'opportunité. Mais on peut-tu l'envoyer sur
de l'exploration puis du développement sur la compétence qu'on va avoir si ce gros projet de changement-là change ou est exécuté, ben là, le besoin de compétences, on est en mode, on est proactif par rapport à ça et non pas réactif, là. C'est drôle parce qu'hier, j'étais en retraite stratégique avec un client, puis on parlait de la génération alpha, tu sais, qui va être la dernière génération de mon fils et tout. Puis on disait comment eux, ils sont flexibles, ils veulent de la flexibilité, puis ils sont pas intéressés nécessairement par des postes de haute direction, mais ils veulent apprendre, par exemple. Fait que sois sûr de les développer puis apprendre. Fait que des fois, souvent, dans des organisations, quand il n'y a pas de poste de croître, mais est-ce que tu veux avoir un positionnement où tu vas aller chercher une certification B Corp, tu veux mettre le développement durable, puis cette personne-là est passionnée par ça, ben mets-la en charge de ça, puis elle va développer une compétence sans dire qu'elle a elle va monter dans des niveaux comme tels de gestion. Fait que il y a tellement de possibilités pour faire grandir nos gens. C'est des porteurs de projets spéciaux au final, là. Exactement. Mais encore là, Exactement. ça a une raison d'être si ta business a des besoins en termes de projets spéciaux. Si tu es à une Oui. place où tu peux te le permettre, il y a toujours un Oui. contexte, évidemment. Fait qu'il Oui. faut toujours accepter que ça se peut qu'on est rendu à la croisée des chemins entre l'employé et l'employeur, puis comme, hey, c'est correct, là. Le but, c'est de jouer ton rôle avec cet employé-là et que cet employé-là joue son rôle avec toi le temps que ça dure. Tant qu'il y a un alignement sur ce que tu veux me donner, c'est mon besoin et vice-versa, ben, étirons ça le plus longtemps qu'on est capable, mais vos business évoluent, les besoins des gens aussi, puis c'est correct, là. Jouez votre rôle. À l'inverse, je reviens là-dessus, de là ma question de ton prochain employeur, je t'engage là, mais après ça, tu veux aller où? C'est là que ça prend sa valeur parce que c'est beaucoup plus facile après ça d'embarquer, de dire, ben là, on sait qu'on est dans une période où tu es peut-être sur un countdown. Comment est-ce que je joue mon rôle pour mieux te positionner pour ton next step? Puis à l'inverse, ben comment est-ce que, en t'aidant à faire ça, tu m'aides à ce que toi, si tu pars demain matin, ben il n'y a pas de collatéral. La maison est-tu propre? Tes éléments sont-ils documentés? Il y a tout le monde qui est informé? Exactement. Comment tu joues ce rôle-là? Ou des fois Exact. aussi, si c'est une personne qui est plus senior, c'est là que ça peut devenir un de tes champions du partage de connaissances. Des bons experts techniques ne font pas des bons gestionnaires. Ton bon expert technique, ben, peut-être qu'il va progresser très vite pendant 5-6 ans, puis à un moment donné, ben, là, c'est le plus haut que tu vas aller, mon homme, parce que tu ne veux pas, ben, tu n'as pas ce qu'il faut pour gestionnaire. Ben, à la place, on peut-tu transformer ta vocation d'être, dans ton cas, à être l'espèce d'expert technique, amélioration des processus pour avoir plus d'impact sur les autres? Si tu n'es pas capable de toi monter, comment est-ce que tu prends maintenant le drapeau de faire step up les autres? Puis, tu sais, ça, c'est une discussion que j'avais eue avec Sarah Jodin, là, tu sais, de la talenterie, là, tu sais, qui disait, tu sais, puis je trouve tellement qu'aujourd'hui, on a des opportunités, tu sais, on a des gens qui ne sont pas prêts à prendre leur retraite, qui sont encore en forme, mais qui ne sont plus capables de travailler 5 jours. Nos organisations ne sont pas capables de personnaliser, par exemple, du temps partiel. Mais sais-tu, toi, Roger, tu vas être à 2 jours semaine, puis tu vas coacher les jeunes, tu sais, ou tu vas faire du mentorat. Ou tu vas faire du mentorat. Le mentorat, c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé, qui coûte encore une fois zéro. Et on peut demander à nos gens d'appliquer sur des programmes de mentorat. OK, qui tu veux qui te mentore? Et là, le président, tu sais, ça donne accès. Fait que les ambitieux qui veulent croître peuvent avoir. Il y a tellement d'opportunités, mais toutes ces opportunités-là ne coûtent pas cher. Ça prend juste un alignement stratégique, une cohérence entre la vision vers où on s'en va et les besoins organisationnels. Moi, quand j'ai une organisation qui me dit je veux doubler mon chiffre d'affaires en 3 ans, et que je me rends compte qu'il y a juste des B puis il n'y a pas des superstars, je dis vous ne serez pas capable. Ça ne sert absolument à rien. Votre goulot, présentement, c'est le développement de talent. Assurez-vous d'avoir un bon nombre de A. Et les entreprises qui sont capables d'aller chercher une croissance de 20 par année, il y a en moyenne 60 à 70 de A dans leur organisation. Fait qu'ils ont fait un travail colossal de développement. Oui, puis de changer de mindset parce que tu as toujours l'angle de ben, je ne vais pas les développer, je vais aller juste les attirer. C'est parce que attirer, là, c'est un peu comme mettre de la publicité payante. Là. Comme ça aide à court terme, mais ce n'est pas soutenable à long terme. Fait que la réalité, c'est un peu, si tu veux avoir une croissance qui n'est pas juste un flash in the pan qu'on dit en anglais, là, comme une poussée de croissance, plus qu'une vraie croissance, je vais dire comme ça, soutenue, ben c'est inévitable que tu aies une culture d'apprentissage, une structure de base qui permet à ce que le développement soit dans une approche pérenne et non pas juste. On fait un gros focus, ça nous coûte cher d'aller engager des A-players plutôt que les développer. Problème avec engager des A-players, c'est que tu payes très cher pour des mauvais plis qu'ils ont pris ailleurs aussi. Là. Donc, si tu es capable de te mettre pour devenir l'usine à A-player, ben, non seulement tu vas attirer des juniors qui sont des diamants, genre diamond in the rough, parce que ta business va se positionner comme étant une fabrique à talent incroyable.
Fait que ton attraction va être plus performante, va te coûter moins cher. Tes gens, tu vas les payer le plein prix, le bon prix, parce qu'ils ont appris à ta façon et non pas la façon des autres. Donc, c'est plus soutenable à long terme. Puis, tu sais, tu as soulevé quelque chose tantôt, je pense, qui est important, puis d'avoir des challenges aussi. C'est-à-dire que, tu sais, comme nous autres, notre thème annuel, on est une micro-équipe, là, mais notre thème annuel, c'est AI all the way. Ton exemple de Cursive était très bon. C'est ça, exactement. Tu sais, moi, je m'en vais, c'est sur Cursive, ça coûte pas cher, on apprend, on se développe, juste pour commencer à comprendre la bébite. Là, tu sais, oui, on utilise chat, on a tout ça, mais comment qu'on le pousse à un autre niveau, tu sais? Puis là, à tel point que là, je suis rendue que je me dis, hey, j'ai 100 épisodes d'histoire d'hypercroissance, comment je peux mettre ça dans l'AI? Comment je peux créer un livre audio? Comment je peux, tu sais, là, ça m'amène à réfléchir, à innover, à penser, puis c'est là que l'employé a une responsabilité de s'intéresser à quelque chose qui le titille. Puis souvent, c'est pas cher, justement. Mais tu peux pas être... Je veux dire, tu sais pas ce que tu sais pas. Fait que c'est là mon mot bout, que l'employeur doit prendre le lead là-dessus, de juste, au minimum, s'assurer que les employés sont conscients de ce qui c'est. Voici toute la donnée, voici tous les éléments qui sont à ta disposition. Fait qu'au minimum, ils ont fait leur bout de chemin. À partir de là, c'est une responsabilité partagée de l'employé de s'y intéresser et aller creuser dedans. Mais tu peux pas dire à ton employé, tu peux pas blâmer ton employé pour vouloir croire s'il ne connaît pas les opportunités. Je vois le temps qui fly. On a des questions en attente. Fait que dans le Q&A, s'il y en a d'autres qui voulaient en ajouter. Oui, ben, je pense qu'on n'est pas pire dans les Q&A, mais par contre, moi, je regardais les ressources puis je trouvais ça intéressant. Moi, je vais downloader tes ressources. Là, Stéphanie, si tu nous écoutes, download les ressources de Workly. C'est bon. Ça va être bon pour nous. Fait que nous autres, on vous a donné des outils, mais tu sais, j'aime ça, tu sais, peut-être juste parler, tu sais, parce que ça, je vois que c'est une grosse valeur, tu sais. Puis vous avez le guide, en fait, tu sais, qui aide tes employés à créer des lunch and learn. Peux-tu nous parler de la valeur de ça? Oui, absolument. Essentiellement, dans la section ressources à droite, vous allez voir, il y a un paquet d'outils. Il y a plusieurs personnes qui en demandaient. Là. Donc, le comment, si c'est ça votre bloquant, pour vrai, écrivez-moi, puis on va vous régler ça facile. Ce n'est pas les solutions qui manquent. Lunch and Learn, l'affaire, c'est que c'est un concept qui est connu. Donc, au final, c'est une notion de gestion de changement. Il faut aller chercher l'adoption, puis tout doit être marketé un peu. Autant avec tes clients externes que ton employé, c'est un client interne. Il faut que tu y marketes la raison de pourquoi il devrait s'intéresser aux éléments. Donc, ton Lunch and Learn, c'est une façon facile, pas longue, de faire du partage de connaissances dans un environnement que, s'ils ne l'ont pas fait chez vous, ils l'ont sûrement déjà fait ailleurs, soit qu'ils l'ont leadé ou l'ont consommé. Mais ça fait moins peur que si je te demande d'embarquer dans un projet de créer une formation à partir de zéro que tu n'as jamais faite. Oui. Il y a de plus en plus, en termes de bonnes pratiques, cette espèce de notion-là de tout meeting devrait être enregistré par défaut. Au pire, on ne l'utilise pas. Mais la valeur d'un transcript de meeting, on sous-estime de façon incroyable ce que ça peut faire. Parce que si on a un meeting d'1 heure, mais il y a un bout de 5-7 minutes là, qu'on expliquait comment faire ABC, ben, tu es capable d'aller chercher l'information structurée, de te faire marcher ça dans un vrai processus officiel, dans une formation officielle avec des quiz pour valider que les gens ont compris. Donc, si on a tout en format vidéo, tu as l'espèce de données brutes absolues de si tu veux le prendre en vidéo complet, va te chercher un clip. Si tu le veux juste en texte, tu l'as. Si tu le veux en audio, tu es capable de l'extraire. Donc, cette philosophie-là de dire on va enregistrer par défaut, admettons, c'est un lunch and learn. Bon, ben, vous pouvez dire un lunch and learn, ça dure 1 heure, sinon tu as un autre modèle plus court qui est les 10-minute tactics. De comme, hey, on fait des petits segments, là, tu as juste 10 minutes à faire un problème, une solution claire, puis pourquoi c'est important de s'intéresser à ce problème-là. Donc, au final, c'est de trouver un véhicule qui va parler à vos employés, qui ne leur fait pas peur et qui amène une valeur à la business. J'adore. Fait qu'il y a différents éléments dans les ressources à ce niveau-là. Sinon, Cléo, tu en as sur ton site, on en a sur notre site. J'en viens quand même au Q&A parce que je m'assure qu'on répond tout. Puis les il y a une bonne question Q&A, en fait, puis que je trouve peut-être pertinente. C'est comment peut-on développer les soft skills des employés, non seulement les hard skills? Ça, c'est quelque chose que j'embarque là-dedans. Pour ceux qui savent, pour ceux qui ne connaissent pas, Workly LMS, on est une plateforme de gestion de formation. Très souvent, la raison numéro 1 pour laquelle les projets n'avancent pas, c'est on ne crée pas assez de contenu, on pense qu'on n'a pas les ressources. Demain matin, vous pouvez tout avoir un programme de développement de gestionnaire qui vous coûte 0$, ça faisait une bonne curation, des 10 meilleurs TED Talks de YouTube, mets ça dans un parcours de formation, merci, bonsoir. Trop d'entreprises se donnent la pression de créer 100% du contenu, alors qu'il y a peut-être bien 20%, 30% qui est spécifique à leur business. Sur le volet soft skills, je veux dire, des soft skills, c'est universel. La réalité, là, c'est que le besoin de créer ou même payer pour un fournisseur externe pour aller chercher de la formation sur des soft skills, à mon opinion, basée sur tout ce qui existe public, est de plus en plus dur à justifier. Alors que c'est souvent ceux qui coûtent le plus cher. Donc, utilisez ce qui est sur YouTube. Ne vous sentez pas mal. Il n'y a pas de... Souvent, il y a la crainte de
J'ai-tu le droit, l'utilisation commerciale? Vous ne le vendez pas, vous avez le droit. Donc, de juste structurer ce qui est déjà public dans un bon parcours. Donc, te dire, c'est capable de dire à ton employé, hey, on a bâti ce parcours-là qui sert à cette intention-là pour tel type d'employé qui a cette ambition XY. Voici, c'est là. Vous pourriez demain matin avoir une plateforme complète de gestion de la formation avec 0 formation à vous, si vous voulez, s'il y a différents éléments qui sont pertinents. À partir de là, on peut commencer à bâtir ce qui est spécifique à votre business. Mais en termes de soft skills, à moins que vous ayez une opinion très spécifique et divergente des bonnes pratiques qui amènerait à justifier pourquoi vous créez la vôtre, pas de problème. Mais j'aime mieux dire, mettez-vous des bases avec du public, puis au pire, créez juste un module supplémentaire sur c'est quoi votre sauce à vous, c'est quoi votre saveur à vous, plutôt que tout devoir créer. Ah, tellement, on est là. Puis moi, juste te dire, dans le cadre de mes masterminds, j'utilise la plateforme Growth Faculty. Donc, c'est mon amie Karen qui a parti ça. Elle reste en Australie. Et elle va interviewer les Barack Obama, les Jim Collins, les Adam Grant, tous les plus grands speakers à travers le monde. Et elle va faire des entrevues et elle fait son propre résumé. Et nous, on crée des lunch and learn dans notre mastermind parce que moi, je suis un collectif d'entrepreneurs puis je veux qu'on soit plugués sur les meilleures pratiques dans le monde. Puis là, hier, c'était un 3 heures avec Patrick Lencioni, tu sais, qui a écrit Five Dysfunction of a Team. Fait que là, on parle de Patrick Lencioni, puis on en reparle ensemble. OK, qu'est-ce que tu as appris, toi? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Fait qu'on s'oblige à vraiment toujours travailler là-dessus. Fait il y a des plateformes qui existent, il y a des TED Talks, tu sais, c'est juste de l'organiser. Mais tu sais, ce que tu as fait, tu as mis une culture d'entreprise avec des gens qui ne sont même pas dans ta business. Tu sais, foncièrement, comme tu fais ce que n'importe quelle entreprise devait faire avec des gens qui ne sont même pas tes employés à toi. Fait que, ça démontre à quel point c'est à la portée. C'est à la portée. Il y a Isabelle Aubin qui demande si tu peux mettre dans le chat le nom de la fille qui fait les résumés de Growth Faculty. Je vais te laisser le mettre. En fait, ma collègue Stéphanie va mettre le lien du Growth Faculty. On va mettre ça là-dessus dans le chat. Parfait. Stéphanie, ça, on l'avait répondu. Les modèles de plan de développement à partager. Sinon, si vous avez juste besoin de comme quelque chose de concret pour... Tu sais, là, on parle de plein de concepts, mais c'est peut-être encore abstrait pour certains. Pour les éléments de plan de développement, sur le site de Workleap, il y a un outil qui s'appelle Workleap Compétences ou Skills. Puis, une des grosses fonctionnalités, c'est le plan de développement de croissance individuelle par intelligence artificielle. Donc, en gros, Workleap Skills, compétences en français, vous permet de faire le mapping de tous vos rôles dans la business, rôles et descriptions partagées, l'inventaire, donc la matrice de compétences, dans tel rôle, ça prend tel niveau, telle compétence, tel niveau de compétence, le positionnement de l'employé, et ensuite, il est capable de faire un plan de développement, de dire, moi, aujourd'hui, je suis gestionnaire produit, je vise à aller prendre la job de Mathieu, direction produit. Quel est le gap à combler? Je me donne quelle timeline pour le faire, et par intelligence artificielle, ça va te populer pour chaque compétence à travailler, 3 à 5 types d'activités que tu peux faire pour approfondir ton niveau de compétence. Wow! Fait qu'au moins, ça va vous donner une idée de, tu sais, comme, puis ça prend 2 minutes à sortir, là, parce que la majorité du heavy lifting est faite par l'intelligence artificielle, parce que quelqu'un qui est ton marketing, une business versus une autre, les bases d'attente devraient être les mêmes. Oui, il y aura toujours les spécificités par-dessus, mais le cœur des attentes devrait se ressembler dans le rôle. Fait que Workleap Skills serait un exemple. Vous pouvez l'essayer gratuitement, donc ça vous rendra ça peut-être un petit peu plus concret. Outils méthodes à suivre, ça on nous parlait. C'est des longues questions, il faut essayer de répondre. Oui, ça c'est bon. L'autre, tu l'avais mentionné. Okay. Oui, je l'avais mentionné. Moi, il y a quelque chose, par exemple, que je voulais mentionner. Dans le fond, on a mis dans les ressources vraiment mon podcast que j'ai fait avec toi. Il y a quelques années, à l'époque que tu étais encore avec, à la tête de Didac, on sait que ça a fusionné maintenant avec Workleap, mais j'ai référé ton podcast, je dirais, au moins à 50 personnes parce qu'on a vraiment pris le temps de décortiquer ensemble l'importance de la culture d'apprentissage. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous interpelle, allez voir l'histoire de Mathieu. C'est une super de belle histoire, puis ça permet à peut-être vos dirigeants, vos gestionnaires de comprendre que ça part d'eux. Tu sais, ça part d'une culture. Exact. Il reste 2 minutes. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur Workleap en général ou faire un premier pas avec un LMS pour structurer le volet de développement des talents, créer vos formations, allez structurer des formations externes dans votre compte, diffuser ça, s'assurer qu'on est capable de voir qui a fait quelle formation, y a-tu compris, faut-tu qu'il la fasse automatiquement tous les années, tous ces classiques-là. Workleap LMS, on peut vous aider avec ça. Et juste dire que j'ai plein de clients qui vous utilisent et ça a été un game changer pour eux.
Donc, Très merci content de d'exister. l'entendre. Sinon, pour ceux qui veulent nous suivre, le petit lien juste ici pour être capable d'aller suivre Cléo sur LinkedIn. Quand même active, quand même présente et active. Ça vaut la peine. Je vais le laisser là juste ici. Et sinon, ben, ma grosse face avec ce lien-là pour la même place sur LinkedIn. Y a-t-il des questions Super. qu'on n'a pas répondu? Là, je vois le chat 7 soudainement d'un coup. Je pense qu'on est correct. Il y en avait une expérience versus, mais je pense qu'on l'a répondu. J'ai regardé, on est correct. Bien, merci infiniment tout le monde. 1 heure top chrono, on est correct? Yes. Puis si jamais il y a des éléments, c'est ça. Pour vrai, là, comme ça, je close tous les webinaires que je fais. Si le seul bloquant, c'est le comment, là, écrivez-moi. Ou écrivez avec Léo, là, mais comme il existe trop de Tellement. solutions qui coûtent 0$, qui sont faciles Ouais. et qui, la semaine prochaine, est rendu en ligne, vous formez des gens. Donc, si c'est juste un gap de connaissances sur comment s'y prendre, Ouais. c'est le bout de facile. Le plus difficile, c'est parler le même langage que vos dirigeants, que les stakeholders, c'est d'aller chercher justement l'approbation, de dire, bon, mais Exact. non seulement j'ai ton approbation, mais j'ai besoin que régulièrement tu repasses le message. Exact. Pour qu'une culture, ça n'arrive pas par hasard. Là. C'est de la répétition, Exactement. répétition, répétition, puis il faut être cohérent avec les actions, puis s'assurer que ton employé en est conscient. Ils l'ont dit, ils l'ont fait, ça a donné ça, puis on y croit maintenant. Exact. Puis vous avez les meilleurs outils pour ça. Fait que merci, merci à toi de m'avoir invité. Belle discussion comme toujours. Toujours un plaisir, on met ça n'importe quand. OK, ciao. Bye bye! Bye.